Alors je vais vous parler de la question des voies de recours et des sanctions qui occupent une place très importante dans le droit de la non-discrimination, puisque le but d'une législation sur l'égalité, c'est évidemment aussi de changer les mentalités, de changer les comportements. Mais pour arriver à cela, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Cour de justice, pour arriver à des évolutions en la matière, il faut que l'on puisse se fonder sur un système de sanctions solides. La Cour de justice, d'une manière générale, a joué un rôle important dans la mise au point des sanctions, d'abord dans la matière de la discrimination en fonction du sexe, mais aussi pour d'autres critères. Plus récemment, elle a joué un rôle important sur base de la directive 2000/43 en matière de race et d'origine ethnique. Une des difficultés de la matière, c'est que les sanctions ne sont pas définies par la législation européenne. On respecte le principe de l'autonomie procédurale des États. Donc ce sont les États qui doivent définir leurs sanctions. Mais ils vont le faire dans le cadre d'un ensemble de principes qui ont été définis par la Cour de justice et qui sont repris dans les différentes directives. Alors, si vous voyez les différentes directives qui nous intéressent au cours de ce séminaire, et notamment la directive refonte de 2006, vous voyez qu'il y a un chapitre consacré à la protection des droits, et que dans ce chapitre, on définit différents mécanismes qui ont pour objectif d'assurer une plus grande effectivité du droit de la non-discrimination. Alors ces mécanismes, il y en a 7. Il y en a un dont on a déjà parlé, qui est la question de la charge de la preuve. Je n'y reviens pas. Et puis vous avez 6 autres mécanismes qui sont généralement prévus dans les directives. Tout d'abord, c'est l'obligation pour les États de mettre leur législation en conformité avec les directives. Deuxième mécanisme, c'est l'obligation de prévoir des possibilités de recours. Le troisième mécanisme, c'est de prévoir des sanctions proprement dites, qui doivent avoir un caractère effectif, proportionné et dissuasif. Le quatrième mécanisme, on en a touché un mot ce matin, c'est la protection contre les rétorsions. Il y a des obligations en matière de dialogue social, mais ça je n'en parlerai pas. Et puis il y a l'obligation de disposer d'un organisme de promotion de l'égalité, d'un equality body. Et donc mon exposé, je vais passer en revue ces différents mécanismes en me concentrant surtout sur le droit de recours individuel et sur les sanctions et l'appréciation de leur caractère dissuasif. Donc le premier mécanisme, c'est l'obligation pour les États, on en a touché aussi un mot ce matin, de mettre leur législation en conformité avec le droit européen, avec les directives européennes. A priori, c'est une obligation qui s'adresse au législateur. C'est le législateur qui doit mettre sa législation en conformité. Mais quand on dit législation, ce n'est pas uniquement la loi, c'est aussi tous les règlements, tous les statuts, les conventions collectives, les contrats, etc. Toutes les sources de droit doivent être mises en conformité avec les objectifs de la directive. Le juge a néanmoins un rôle à jouer dans cette mise en ordre de la législation et les praticiens ont comme mission, en quelque sorte, de rappeler au juge quelles sont ses obligations en la matière. Et la première obligation du juge, c'est d'abord de faire respecter les dispositions de droit européen qui ont un effet direct. On l'a vu ce matin, l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, donc qui concerne l'égalité de rémunération, a un effet direct. Donc ça veut dire que le juge doit faire respecter ce principe, même s'il n'y a pas eu de transposition au niveau de la législation nationale. Deuxième principe qui s'impose aux juges, c'est le principe du leveling up. Ça veut dire que lorsqu'une discrimination a été constatée,
le juge a l'obligation de faire bénéficier le travailleur ou la travailleuse discriminé du régime plus favorable. Et ce, tant que le législateur n'a pas mis en place un nouveau régime non discriminatoire. Le troisième principe qui s'impose au juge, on l'a évoqué aussi ce matin, c'est le principe de l'interprétation conforme. Le juge doit, dans la mesure du possible, interpréter la loi nationale d'une manière qui la rend conforme aux objectifs de la directive. Et tout récemment, la Cour de justice a rappelé que cette exigence d'interprétation conforme peut impliquer que l'on revoie une jurisprudence, fût-elle bien établie, mais que l'on revoie cette jurisprudence pour la mettre en conformité avec les objectifs de la directive. Et le dernier principe, la dernière hypothèse dans laquelle le juge peut être amené à s'intéresser à la question de la mise en conformité, c'est dans l'hypothèse où il n'y a pas d'effet direct, il n'y a pas d'interprétation conforme qui est possible, mais où il y aurait une action en responsabilité contre l'État qui n'a pas correctement transposé les directives. Là, la Cour de justice parle d'une violation suffisamment caractérisée. Donc, la reconnaissance de responsabilité de l'État ne sera pas automatique. Il faut que le manquement présente un certain degré de gravité et cette appréciation du niveau de gravité implique de prendre en compte une série de critères comme le niveau de clarté de la règle qui a été violée, du caractère excusable ou non du manquement, du caractère volontaire ou non du manquement de transposition de l'État. Donc ça, c'est le premier mécanisme qui vise à renforcer l'effectivité des droits, c'est l'obligation des États de mettre leur législation, leurs pratiques, leurs conventions collectives, que sais-je, en conformité avec le droit européen, et donc avec les directives. Deuxième mécanisme prévu par les directives et qui s'impose aux États, les États doivent prévoir des possibilités de recours. Et à ce niveau-là, l'obligation des États est double. Il faut, d'une part, prévoir un recours individuel, permettre aux personnes qui s'estiment victimes d'une discrimination d'agir en justice. Et seconde obligation, il faut prévoir la possibilité que le plaignant soit aidé, supporté par les associations qui ont pour objet la lutte contre les discriminations. Donc tout d'abord, l'obligation d'instaurer un recours individuel. Donc il faut que les États prévoient une procédure judiciaire permettant à toute personne qui s'estime victime d'une discrimination d'agir en justice, et ce, même si les relations de travail ont pris fin. Ça, c'est le principe qui est inscrit dans la directive, mais il est aussi prévu que les États ont la responsabilité d'organiser le recours. Et pour l'organisation concrète du recours, les États bénéficient d'une autonomie procédurale. Ils le font selon leurs règles nationales. Toutefois, cette autonomie des États est encadrée par certains principes qui ont été affirmés, avancés par la Cour de justice. Le premier de ces principes, c'est le principe dit d'équivalence. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le recours que l'on met en place pour faire respecter un droit qui est issu du droit européen, que ce recours ne doit pas être plus difficile à mettre en œuvre, que ce recours ne doit pas être soumis à des conditions plus strictes ou plus restrictives que les recours qui existent en droit national pour traiter des questions similaires. Donc on ne peut pas être plus restrictif pour les recours qui concernent des droits issus du droit européen que pour des droits comparables ou similaires issus du droit national. On va voir dans un instant un exemple en la matière. Le deuxième principe qui doit être respecté et que les juridictions nationales doivent, le cas échéant, faire respecter, c'est le principe
d'effectivité. Donc il faut que de manière générale, les modalités du recours ne soient pas organisées de manière telle que l'exercice du droit devienne impossible ou très difficile à mettre en œuvre. Alors pour illustrer ces deux principes qui sont peut-être un petit peu abstraits, je vais évoquer brièvement un cas, l'affaire Pontin, qui est déjà une affaire ancienne, mais qui est intéressante parce qu'elle incarne vraiment bien ces deux principes. Et donc cette affaire Pontin concernait la législation luxembourgeoise et le recours qui pouvait être introduit par la femme enceinte qui a été licenciée. Alors, la législation prévoyait que la femme enceinte pouvait agir en nullité de son licenciement, mais elle devait le faire dans les 15 jours du licenciement. Donc, délai court. Dans la même législation, il était prévu que l'action en dommages et intérêts contre un licenciement irrégulier, pour quelque autre motif, là, il y avait un délai, il y avait un recours qui était possible, mais qui était soumis à un délai de 3 mois. Donc la question qui s'est posée au juge et qui a été soumise à la Cour, est-ce qu'il n'y a pas violation du principe d'équivalence dans le fait de prévoir pour la protection d'un droit issu du droit européen un délai de 15 jours, alors que pour la protection de droits issus du droit national, le délai de recours est de 3 mois. Et la Cour répond positivement, oui, effectivement, il peut y avoir violation du principe d'équivalence. L'exercice du droit européen est soumis à des contraintes plus strictes, mais elle dit quand même que le juge national doit d'abord répondre à la première question de savoir si les actions sont effectivement comparables. Et puis la Cour aborde aussi le principe de l'effectivité et, de manière générale, dit qu'un délai de 15 jours pour introduire une procédure pour demander la nullité du licenciement, c'est en soi un délai très court et qui rend quand même très difficile l'exercice du droit européen. Donc sur le plan du principe d'effectivité, la Cour semble dire que le délai est trop court et qu'il y a donc violation du principe d'effectivité. Toujours en rapport avec le droit de recours, la victime doit avoir la possibilité d'être appuyée par les associations qui, dans l'État, se donnent pour activité la défense de l'égalité. Donc la directive prévoit que les États doivent au minimum prévoir que les associations actives dans le domaine de l'égalité peuvent appuyer la victime dans sa procédure, voire agir au nom de la victime, mais pour autant que la victime, évidemment, marque son accord sur cette manière de faire. Ça, c'est le minimum qui doit être prévu par les législations nationales, et les législations nationales peuvent aller au-delà. Et il y a des précisions qui ont été données par la Cour de justice, notamment, ça ne concerne pas l'égalité entre les sexes, mais ça concerne la directive sur l'origine ethnique et la race, dans le cadre du cas dont on a déjà parlé ce matin, l'affaire Ferrine. Vous vous souvenez, l'affaire Ferrine, c'était cet employeur belge qui avait déclaré à la télévision que lui, il n'engagerait jamais un travailleur issu d'un pays d'Afrique du Nord. Et il avait été poursuivi, sur base de la législation antidiscrimination, par l'Equality Body belge. Mais évidemment, dans ce cas-là, il n'y avait pas de victime. Il n'y avait pas de victime identifiée. Et donc, l'employeur contestait la possibilité que l'organisme de promotion de l'égalité puisse agir alors qu'il n'y avait pas de victime identifiée. Et la Cour de justice a répondu que c'était parfaitement possible à partir du moment où la législation nationale permettait à l'organisme d'agir, même dans l'hypothèse où il n'y a pas de victime identifiée. Vous avez eu un cas similaire à propos de la Roumanie. Là, c'était discrimination en fonction de l'orientation sexuelle. Il y a le président d'un club de football, le Steaua Bucarest, si je suis bien informé, qui avait déclaré que lui, jamais il n'engagerait un joueur de football homosexuel. Et vous avez une association roumaine
qui a agi contre le club et contre son président, mais là aussi, on n'avait pas de victimes identifiées. C'était potentiellement tous les joueurs homosexuels qui pouvaient être concernés. Et là aussi, la Cour de justice a confirmé que la législation nationale pouvait prévoir que le recours pourrait être introduit par une association de défense de l'égalité, même s'il n'y avait pas de victime et même si elle n'agissait pas au nom d'une victime identifiée. Ça, c'était donc le deuxième mécanisme qui vise à donner de l'effectivité, c'est l'obligation d'instaurer une possibilité de recours, obligation qui s'impose donc aux législateurs nationaux. Troisième mécanisme concerne les sanctions proprement dites, qui, comme je l'ai dit, doivent avoir un caractère effectif, proportionné et dissuasif. Alors on va retrouver ce principe de l'autonomie des États, en sens que la définition, le choix des sanctions, choix entre une sanction civile, une sanction pénale, une sanction administrative, une sanction punitive, que sais-je, une sanction sous forme de dommages et intérêts, une sanction non financière, tous ces choix, ce n'est pas l'Europe qui l'impose, ce n'est pas le droit européen qui l'impose. Ce sont les législateurs nationaux qui doivent prévoir des mécanismes de sanctions dans le respect d'une série de principes. Tout d'abord, dans le respect du principe d'équivalence, je vous ai dit ce que c'était le principe d'équivalence, le principe de proportionnalité et le principe d'effectivité, qui ici prend la forme plutôt du caractère, la vérification du caractère dissuasif des sanctions. Et donc je vais un peu préciser ce qu'on entend par ces caractéristiques générales des sanctions. La première chose donc à laquelle il faut être attentif, c'est qu'on doit avoir des sanctions qui ont un caractère dissuasif. Alors, quels sont les éléments qui permettent de douter du caractère dissuasif d'une sanction? C'est tout d'abord lorsqu'on constate qu'en réalité, les victimes pourraient être réticentes à introduire un recours, à déposer une plainte, parce que concrètement, elles considèrent ou elles sont amenées à considérer que ça ne vaut pas la peine, que l'enjeu est trop faible. Deuxième indice qui peut montrer qu'une sanction n'est pas suffisamment dissuasive, c'est s'il y a beaucoup de récidives. Le fait que quelqu'un qui a déjà été sanctionné commette un nouveau manquement, sans trop s'en préoccuper, ça peut être un indice du fait que les sanctions ne sont pas suffisamment dissuasives. Alors la Cour de justice a aussi précisé que la sanction dissuasive doit être prévue même lorsqu'il n'y a pas de victime identifiable. Elle a aussi dit ça à l'occasion de l'affaire Ferrine et de l'affaire Accept dont je vous ai parlé. Alors la Cour dit que les sanctions ne peuvent pas être purement symboliques, ça c'est trop peu, mais qu'elles ne doivent pas nécessairement être financières. Donc le cadre tracé par la Cour de justice reste quand même relativement imprécis à propos de l'appréciation du caractère dissuasif, mais ce sera évidemment une question qui devrait être débattue, le cas échéant, devant les juges nationaux. La jurisprudence est un peu plus précise sur le caractère dissuasif lorsque le mécanisme choisi par le législateur national, c'est la responsabilité civile. Lorsque le législateur choisit la responsabilité civile, il y a une série de principes qui se dégagent de la jurisprudence et auxquels on peut faire référence. Tout d'abord, la Cour de justice dit qu'à partir du moment où une discrimination est établie, il y a nécessairement une faute. Ça ne veut pas dire qu'il y a un dommage, mais il y a au moins une faute qui est certaine. Lorsque la discrimination est établie, on ne pourra donc pas utiliser les mécanismes d'exonération de responsabilité prévus par la législation nationale pour dire qu'il n'y a pas de faute. C'est un premier point clarifié par la jurisprudence. Deuxième point clarifié, c'est lorsqu'il y a une discrimination à l'embauche. Alors là, la Cour dit que lorsqu'il y a une discrimination à l'embauche, il ne faut pas nécessairement prévoir que la discrimination doit être réparée par le fait d'octroyer un emploi. Donc ce n'est pas parce qu'on a été discriminé à l'embauche qu'on doit nécessairement être engagé par l'employeur. La Cour admet que la législation nationale puisse prévoir une indemnisation par équivalent, donc l'octroi de dommages et intérêts.
Elle raisonne un peu de la même manière lorsqu'il y a un licenciement discriminatoire. Elle dit que le législateur national, finalement, a le choix entre prévoir la réintégration du travailleur, donc l'annulation du licenciement, ou une réparation sous forme de dommages et intérêts. Là où la jurisprudence est assez précise, c'est sur le fait que le dédommagement ne peut pas être plafonné. Donc on peut prévoir dans la législation qu'en cas de discrimination, un certain forfait, une certaine indemnisation forfaitaire sera due, mais on ne peut pas se limiter à cela. Il faut toujours prévoir, il faut toujours que le législateur prévoie, s'il envisage un forfait, qu'on a à côté de ça la possibilité de réclamer la réparation du dommage intégral. Donc on peut prévoir un forfait, mais on ne peut pas prévoir uniquement un forfait. Il faut maintenir le principe d'une réparation intégrale par ailleurs. Une question qui s'est posée, c'est de savoir si on pouvait prévoir ce que les anglo-saxons appellent plutôt un dommage punitif, donc aller au-delà de la réparation du dommage pour qu'il y ait vraiment un effet incitatif dans les dommages et intérêts. C'est assez peu dans la tradition des pays d'Europe continentale, mais la Cour de justice dit qu'il n'est pas obligatoire le punitive damage, mais on ne peut pas l'interdire non plus. Et dernière chose que dit la Cour, lorsqu'il s'agit de réparer une situation passée, une situation échue, il faut nécessairement prévoir que les dommages et intérêts seront majorés d'intérêts pour compenser l'écoulement du temps. Toujours en rapport avec les sanctions, et c'est une question qu'on a abordée déjà ce matin, que se passe-t-il en cas de discrimination multiple ou intersectionnelle? Là, comme l'a dit Michel Minet ce matin, il n'y a pas de solution clairement établie. Et on peut raisonner de deux manières. Tout d'abord, considérer au nom du caractère dissuasif que s'il y a une discrimination multiple, donc pour plusieurs motifs, par exemple à la fois pour le sexe et pour l'origine ethnique, si on veut que la sanction ait un caractère réellement dissuasif, il faudrait que les dommages et intérêts soient plus importants que dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul motif de discrimination. Mais à l'inverse, on peut aussi raisonner en se disant qu'il faut que ça reste proportionné, principe de proportionnalité. Or, si on a été discriminé pour plusieurs motifs et pas seulement pour un seul, le dommage que l'on a subi n'est pas nécessairement plus important. Donc moi, il me semble que sur la question de l'évaluation du dommage en cas de discrimination multiple ou intersectionnelle, on n'a pas actuellement de solution claire sur la manière et sur la hauteur de l'indemnisation qui doit être prévue. Alors, quelques exemples de sanctions qui sont prévues par certaines législations nationales. Bon, ça n'implique pas qu'elles soient souvent appliquées, ça je n'ai pas été le vérifier, mais on voit dans certaines législations nationales des mécanismes de réparation en nature intéressants, comme la possibilité de publier les décisions judiciaires qui reconnaissent les discriminations, ou bien la possibilité de suspendre temporairement le droit d'exercer une profession. En Belgique se pose par exemple la question de savoir si une agence d'intérim, de travail intérimaire, qui de manière systématique publie des annonces discriminatoire, s'il n'y aurait pas la possibilité de lui retirer son agrément comme agence d'intérim. Dans certaines législations, j'ai vu qu'on prévoyait des réductions de subventions ou des exclusions de marché public à l'égard d'employeurs qui discriminent de manière régulière. Mais je répète, ce sont des dispositions qui existent dans certaines législations, mais je n'ai pas eu l'occasion d'aller vérifier si concrètement elles étaient appliquées souvent. Dernière précision en ce qui concerne les sanctions, j'évoque un arrêt qui me semble intéressant parce qu'il illustre le fait qu'à un moment donné, il y a la possibilité qu'on abuse de certaines sanctions et dans un cas très particulier, la Cour de justice a validé l'idée qu'on pourrait à un moment donné arriver à un abus dans la réclamation d'une sanction. Alors l'affaire était très particulière.
il y avait eu une offre, et ça ne concerne d'ailleurs pas la discrimination en fonction du sexe, mais la discrimination en fonction de l'âge. Un employeur avait publié une annonce en mettant une limite d'âge maximum. Et un candidat à l'emploi avait postulé alors qu'il avait dépassé cette limite d'âge. Il était plus âgé que l'âge limite prévu pour l'emploi. Et évidemment, sa candidature n'avait pas été prise en considération par le recruteur. Le candidat avait alors envoyé une lettre menaçante en disant « Mais vous avez commis une discrimination en fonction de l'âge. Vous m'avez exclu simplement parce que je dépasse l'âge que vous aviez vous-même annoncé. » L'employeur, pour essayer de se rattraper, a convoqué ce candidat à un entretien d'embauche et le travailleur a dit « Je veux bien venir à l'entretien d'embauche, mais à condition que vous m'ayez d'ailleurs d'abord au préalable versé l'indemnisation prévue par la législation. » Et ce que l'employeur n'a pas voulu faire. Et le cas est venu devant la Cour de justice et la Cour de justice a dit que si, au travers de ce cas, le juge national pouvait démontrer qu'en réalité, le candidat n'avait aucune envie ou aucune volonté d'être recruté et aucune volonté d'occuper l'emploi, mais qu'il avait fait tout ça uniquement pour pouvoir bénéficier de l'indemnité prévue par la législation en cas de discrimination en fonction de l'âge, eh bien que dans ce cas-là, on pourrait considérer qu'il y a eu un abus de procédure et que donc dans ce cas-là, la directive ne s'applique pas. Quatrième mécanisme important pour assurer l'effectivité, la protection, on l'a déjà aussi évoqué ce matin, la protection contre les rétorsions. Alors ça, c'est venu aussi de la jurisprudence de la Cour de justice, qui a estimé que pour protéger le droit d'agir en justice, il était nécessaire de protéger la personne qui souhaite introduire une plainte contre toutes les mesures de rétorsion qui pourraient être prises par l'employeur, y compris dans l'hypothèse où la relation de travail a déjà pris fin. Et donc vous avez dans les directives, une définition de la protection qui est accordée contre les rétorsions. Alors, contre quoi est-on protégé? On est protégé contre tout traitement défavorable qui pourrait être adopté par l'employeur en réaction à une plainte ou en vue de dissuader d'introduire une plainte. Alors, qui est protégé contre les rétorsions? Évidemment, le plaignant lui-même, le travailleur qui introduit la plainte, mais aussi, dit le texte, les représentants de cette victime. Et il faut entendre par là, notamment, les personnes qui viendraient à témoigner en faveur de cette victime. Donc les travailleurs, les collègues de travail qui témoignent à l'appui du point de vue de la victime doivent aussi être protégés. Et il appartient évidemment au législateur national de définir la portée de la protection. Et là aussi, on peut avoir application du principe d'équivalence. Il doit le faire de la même manière que ce qui est prévu à propos d'autres dispositions qui n'ont pas une origine de droit de l'Union européenne et qui donc sont d'ordre strictement national. Dernier mécanisme dont je parle, destiné à assurer l'effectivité du droit, c'est l'obligation pour les États de prévoir un organisme de promotion de l'égalité, un equality body. Qu'est-ce qu'il doit avoir comme mission? Qu'est-ce qu'il faut lui assigner au minimum comme mission? Il doit, selon l'article 20 de la directive 2006-54, il doit pouvoir venir en aide aux victimes pour engager une procédure. Donc l'Equality Body doit avoir la possibilité de soutenir les victimes qui veulent engager une procédure. L'Equality Body doit avoir la possibilité de mener à bien des études et des rapports de manière indépendante, et il doit avoir la possibilité
de faire des recommandations au gouvernement en la matière. Alors l'Equality Body, on le sait tous, et Monsieur le Président, vous n'allez pas me contredire, l'Equality Body est susceptible de jouer un rôle important dans l'effectivité de la législation. Il y a un rôle pédagogique qui doit être assuré par l'Equality Body. Malheureusement, on constate ces dernières années que dans certains pays, l'indépendance de l'Equality Body n'est pas toujours assurée au mieux et que, notamment, il y a la question des finances. Est-ce que l'État subventionne suffisamment l'Equality Body, ce qui n'a pas tendance à réduire au nom des difficultés économiques et de la nécessaire austérité, enfin nécessaire austérité, je mets le terme nécessaire entre guillemets, je ne me prononce pas, mais au nom de l'austérité, est-ce qu'on n'a pas parfois un peu tendance à réduire les moyens des Equality Body? C'est une large question. Pour terminer, je terminerai par une réflexion de la Commission européenne dans un rapport qui date déjà d'il y a quelques années, qui datait de 2014. La constatation que l'on fait généralement en la matière, c'est que si des systèmes de sanctions sont prévus, la tendance des juges est quand même d'avoir, comme on dit, la main relativement légère et de se contenter des sanctions minimales. Et je pense que le rôle des praticiens que vous êtes est justement de rappeler aux juges qu'ils ont la possibilité d'être un peu plus audacieux que ce qu'ils sont parfois. Je vous remercie de votre attention.